Nous avons donc ce matin abordé les questions de qu'est-ce que c'est que l'identité républicaine, après avoir fait le constat de la montée des communautarismes qui menacent et maintenant mettent véritablement en cause les piliers de la République, et notamment la laïcité. On a évoqué différents cas, des municipalités, des écoles, on a évoqué les hôpitaux, et nous avons eu un grand débat, et Charles Coutel et Raphaël Enthoven nous ont appelés à réfléchir d'abord sur les mots, puisque nous sommes fait un peu voler les mots, ce qu'ils veulent dire, comment ils sont retournés contre nous-mêmes, la laïcité adjectivée, le racisme combattu mais au nom du racialisme, le féminisme détourné, bref, ce matin nous avons eu un grand angle sur ces questions et nous avons fait le constat qu'il est urgent de se battre pour défendre, se réapproprier les mots, les idées, mais trouver aussi un bras armé politique pour défendre ces idées, comme ce fut le cas au siècle dernier. Et malheureusement, nous devons constater, c'était la leçon du propos de ce matin, que aux ennemis traditionnels de la République, à savoir l'extrême droite et les catholiques intégristes, il y avait aujourd'hui un certain nombre de bien-pensants issus des partis progressistes qui défendaient aussi le communautarisme et qui se retrouvaient en première ligne contre la laïcité. Alors cet après-midi, nous avons aussi des intervenants talentueux. La première de nos intervenantes, Anastasia Colosimo, donc elle est doctorante en théorie politique, elle est enseignante. Alors je vais lui demander ce que ça voulait dire en théologie politique à Sciences Po. C'est vrai que le mot théologie politique avait besoin d'être éclairé. Je pense qu'elle le fera tout à l'heure. Et il y a un côté très sympathique en dehors de son sourire chez Anastasia et de son talent, c'est qu'elle passe pour réac dans les milieux de gauche et pour progressiste dans les milieux de droite. Donc elle ne peut pas être foncièrement mauvaise. Et je crois que, je dis ça avec humour, elle me permettra de le dire comme ça, donc c'est intéressant parce que nous savons tous aujourd'hui que défendre certaines valeurs nous font passer pour des islamophobes, pour des racistes, alors que nous sommes fidèles aux Lumières. Voilà, je ne serai pas plus long. Anastasia, vous avez décidé de traiter de communautarisme et républicanisme, tradition philosophique et politique. Vous avez la parole. Bon, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Donc j'ai été présentée de manière beaucoup trop sympathique. Donc je vais essayer maintenant de vous prouver exactement le contraire. Non, plus sérieusement, je suis effectivement doctorante et enseignante en théologie politique. Je vais dire 2 mots de la théologie politique pour vous expliquer un peu d'où je parle. La théologie politique est cette matière philosophique qui s'intéresse à la question de la sécularisation. La sécularisation, c'est ce concept un peu étrange et en même temps parfaitement commun. C'est ce concept qui explique comment on est passé de l'ancien monde qui était marqué, disons, par 2 faits distinctifs. Le premier, c'était la présence d'une transcendance, c'est-à-dire d'un arrière-monde, c'est-à-dire d'une référence à l'extérieur de ce monde-ci, et d'autre part, par l'hétéronomie, ce qui veut dire que la loi venait de l'extérieur, était imposée de l'extérieur. Donc ça, c'était les 2 marqueurs un peu de l'ancien monde. Et la modernité, notre modernité politique, le nouveau monde, si on peut l'appeler, le monde moderne, lui, est défini exactement à l'inverse par l'immanence d'une part, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de référence à un au-delà, à un arrière-monde, et à l'autonomie, c'est-à-dire que nous donnons nos propres lois, nos propres règles, et elles ne viennent pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes. Donc la sécularisation, elle s'intéresse exactement à ce phénomène-ci, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, déjà pourquoi est-ce que la modernité est arrivée, comment on peut expliquer la modernité, et surtout, qu'est-ce que la modernité doit à l'ancien monde. Est-ce qu'il y a une solidarité entre le nouveau monde et l'ancien monde? Est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a un inconscient théologique dont on n'arrive pas à se débarrasser complètement? Et moi, c'est ce que j'ai étudié particulièrement à travers les grandes philosophies progressistes et comment, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème encore du religieux. Alors, évidemment, ce problème-là est encore plus flagrant depuis, mais ça, je vais en reparler, ce qu'on appelle le grand retour du religieux. Le grand retour de Dieu. La revanche de Dieu, comme dit Gilles Kepel. Donc la manière dont j'ai voulu présenter les choses aujourd'hui, c'était, et moi c'est ce qui m'avait le plus frappé, et évidemment
au moment des attentats contre Charlie Hebdo, c'est qu'il y avait une difficulté absolument terrible à défendre notre modèle, et particulièrement vis-à-vis de l'étranger. Quand je parle de l'étranger, je parle du monde anglo-saxon. Il y avait tout d'un coup une difficulté terrible à expliquer aux Américains, aux Anglais, aux Allemands, enfin à d'autres démocraties occidentales, pourquoi est-ce que nous avions opté pour la laïcité. Et c'est un peu ça que je vais essayer d'explorer aujourd'hui, parce que je pense que défendre la laïcité, ça n'est pas du tout dire qu'il n'y a pas d'autres modèles possibles, parce qu'il y a d'autres modèles possibles, et de fait, dans les démocraties occidentales, il y a d'autres modèles, mais c'est d'une part dire que c'est notre héritage, ce qui n'est pas rien, parce que ça veut dire que nos institutions se sont construites d'une certaine manière, et d'autre part le défendre en disant que même s'il n'est pas parfait, il est peut-être meilleur. Et pour ça, il faut avoir des arguments sérieux. Voilà. Donc pour commencer, et pour comparer un peu les deux systèmes, il faut revenir sur chacun d'entre eux. Alors un système qu'on connaît bien, c'est notre République, la République française, avec quelques faits marquants. D'où est-ce que vient notre système politique à nous? Alors évidemment, je vais parler beaucoup de la laïcité, de notre rapport aux religieux et à l'Église, mais de manière plus générale, une fois qu'on a dit que le gallicanisme français, il ne peut être que français le gallicanisme, que le gallicanisme, dès le XIIIe siècle, permet l'idée extrêmement forte et assez unique dans le monde, permet cette idée que l'autorité spirituelle doit être soumise et peut être soumise par l'autorité politique. Et je pense que s'il y a une source véritable à la laïcité, c'est celle-ci. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense que évidemment la première grande étape, c'est indéniablement la Révolution française. Et il y a une idée au fondement de la Révolution qui est portée par les Lumières, c'est l'universalisme des Lumières. Cet universalisme, il va s'incarner au moment de la Révolution dans le fait que l'État ne veut pas connaître les communautés. L'État ne veut pas connaître les communautés, l'État ne veut pas connaître les corporations, l'État ne veut connaître que des citoyens. Et l'État ne s'adresse qu'à des citoyens. Avec une idée anthropologique, cette fois-ci, philosophique, extrêmement forte derrière, qui n'est pas encore parfaitement présente au moment de la Révolution, mais qui est déjà en germe et qui ne va pas cesser, en fait, de se confirmer et d'être parachevée, qui est qu'une fois qu'on a dit de vous quelle est votre couleur de peau, votre religion, votre appartenance ethnique, votre appartenance raciale, toutes ces appartenances. Une fois qu'on a dit tout ça, on n'a encore rien dit de vous. Et ça, c'est une idée extrêmement forte et c'est un positionnement qui est un positionnement véritablement philosophique et anthropologique. D'autre part, évidemment, cette idée-là, du fait que ces appartenances, en fait, n'intéressent pas l'État, parce qu'elles ne disent rien de nous, permettent aussi cette idée du corps social, de cet universalisme, de cette vérité qui est pour nous réelle, je pense, qui veut dire que nous sommes tous citoyens, que notre égalité se trouve exactement là parce que nous sommes tous des hommes et que c'est la seule chose qui nous unit, mais c'est déjà immense. Et ce corps social ne peut exister que si l'on considère exactement ce que je viens de dire, c'est que donc l'État doit absolument méconnaître toutes ses appartenances. Alors je vous dis tout ça parce que le système, alors je vais prendre le système américain pour comparer, mais c'est aussi le cas du système canadien. Le système américain s'est construit tout à fait différemment. Comme vous le savez, aussi parce que historiquement aux États-Unis il y a une défiance envers l'État qui est beaucoup plus grande, mais aux États-Unis il y a la conviction, cette fois-ci pareil, la conviction philosophique que l'individu est défini par ses appartenances et que l'individu est défini par le groupe auquel il appartient. D'ailleurs, c'est un fait absolument marquant. Vous savez comment se divisent les églises protestantes aux États-Unis. Il y a des églises, par exemple, spécifiquement pour noirs homosexuels ou pour, blancs hétérosexuels. Enfin voilà, ces marqueurs-là, en fait, ces appartenances-là définissent en grande partie votre place dans la société. Et alors, c'est ça que je voulais dire. Au moment où j'ai eu un blanc, ça me revient, formidable. Pourquoi est-ce que ces deux modèles donnent des idées très différentes de l'État ? Eh bien, c'est très simple. Aux États-Unis, parce que vous appartenez à un groupe et parce qu'en fait, l'État n'est que la somme des groupes. Ça, c'est une idée extrêmement forte. Le modèle anglo-saxon nous dit la volonté générale,
c'est la somme des volontés particulières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors que nous, on dit exactement l'inverse. On dit non, pas du tout. Il y a des volontés particulières. Au-dessus, il y a quelque chose qui s'appelle le bien commun, qui est la volonté générale et qui est complètement décorrélée des volontés particulières. Alors, je pense que la meilleure manière de saisir un peu... alors, c'est une simplification, sans doute, mais la meilleure manière de saisir cette différence, c'est peut-être de dire que quand un Américain va voter, et disons qu'il est chinois, et qu'il fait de la pêche. Donc le Chinois qui fait de la pêche va aller voter aux États-Unis pour le candidat qui promet plein de choses, d'une part aux Chinois, d'autre part aux gens qui font de la pêche, et disons, je ne sais pas, il pourrait avoir une troisième appartenance, enfin bref. Et en allant voter, mais ce n'est pas du tout honteux, il va voter pour son intérêt. Et c'est d'ailleurs, on pourrait se dire, parfaitement logique. En votant pour son intérêt, il sait que, comme chacun va voter pour son intérêt, à la fin, il va y avoir quelque chose qui est assez représentatif, en tout cas, de la volonté à peu près majoritaire. Et il y a une décomplexion totale vis-à-vis de ça. En France... alors, je ne pense pas qu'il faille vivre dans l'illusion non plus que les gens ne votent pas dans leur intérêt. Mais en France, vous voyez bien, c'est pas disciple, parce qu'il y a l'idée encore extrêmement forte, rousseauiste, du corps social, du bien commun, et exactement de la volonté qu'on a de ne pas voter en fonction de nos appartenances, de ne pas voter en fonction de nos intérêts, mais de voter pour quelque chose d'autre, qui est cette folie assez sublime, qui est l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de nous tous, compris comme citoyens égaux, c'est-à-dire pour le bien du pays, qui est une idée qu'on pourrait penser abstraite, mais qui, je le pense, est tout à fait concrète. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et là on est sur deux modèles complètement différents, parce que la France a fait le choix de la Révolution, a fait le choix de la laïcité. Et d'ailleurs, il faut être honnête là-dessus, dans un certain positionnement, au début, qui était très anti-religieux, en réalité. Il ne faut ni minorer la violence qu'a été la Révolution pour l'Église, ni minorer la violence qu'a été la loi sur la laïcité de 1905 pour l'Église. Il ne faut surtout pas minorer le caractère coercitif aussi de la République vis-à-vis des communautés religieuses, parce qu'il y a un fond en France aussi anti-religieux qui est extrêmement fort, parce que cet universalisme, il s'appuie aussi sur l'idée, et c'était l'idée en fait partagée quelque part au XXe siècle, qu'à un moment, on va sortir définitivement du religieux, que le religieux, en fait, c'est bientôt fini, que ceux qui croient encore en Dieu sont des gens qui sont un peu d'un autre âge, et qu'on va finir par véritablement les convaincre et qui vont finir par véritablement s'émanciper du religieux. Dans ce contexte-là, la laïcité, c'était un modèle qui était extrêmement prometteur et qui n'aurait pas dû rencontrer d'embûches, en réalité, du point de vue de l'histoire. Sauf que l'histoire nous joue des tours, évidemment, comme toujours. Et pourquoi est-ce que l'histoire nous joue des tours ? Vous le savez comme moi, le progressisme, le positivisme portaient la promesse d'un nouveau monde. Ce nouveau monde, ça a été le XXe siècle, qui a été l'un des siècles les plus meurtriers qu'on ait connus. Il y a eu une déception aussi très forte, il y a une déception extrêmement forte de la modernité qui, avec évidemment, concomitamment d'un tas d'autres phénomènes aussi, de la mondialisation et de la perte que ça a représentée, a entraîné un grand retour du religieux. Alors, les historiens donnent une date, ils disent 1979, grand retour du religieux. Bon, c'est parce qu'il y a effectivement un certain nombre de phénomènes au niveau international et national qui font que, voilà, 79, c'est une bonne date. Mais disons que dès la fin des années 70, il y a un retour du religieux. Et alors que les autres pays qui n'ont pas ce fond, en fait, et quand je parle des autres pays, je parle évidemment des autres pays occidentaux, et particulièrement des États-Unis. Les États-Unis, il n'y a pas du tout ce fond anti-religieux comme il y a en France, il y a une espèce de religion civile, il y a un dieu américain, en fait. Tout le monde est à peu près croyant aux États-Unis. Alors, les croyants sont extrêmement diverses, mais tout le monde est à peu près croyant. Et donc, ce monde-là était quelque part beaucoup plus près que la France à ce retour du religieux. Parce qu'eux ne l'ont jamais véritablement quitté. Eux n'ont jamais véritablement cru qu'un jour, le religieux serait vraiment terminé, fini, et qu'il ne participerait plus du tout du politique. Pour nous, Français, évidemment, c'était un étonnement. C'était un étonnement
pour toutes les raisons que je vous ai données. Et évidemment, c'était un défi aussi, parce que les élites qui avaient complètement évacué la question du religieux, tout d'un coup, ont dû se reposer la question. Et alors là, vous voyez, c'est un fait assez sensible, et c'est de ça dont je vous parlais au tout début de cette intervention, quand je vous disais on a eu du mal à défendre notre modèle. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles on a eu du mal à défendre notre modèle, c'est aussi parce qu'on a été dépassé par ce retour du religieux, qu'on n'avait pas prévu, et qu'au lieu d'en prendre acte assez rapidement, il y a eu une espèce de perpétuation, je pense, un peu stérile, un certain aveuglement, sans vouloir véritablement affronter le problème, en disant, bon d'accord, il y a un retour du religieux, mais nous, on continue à penser que notre système à nous est le bon système, mais pas parce que nous sommes anti-religieux, mais parce que nous considérons que la religion doit relever strictement de la sphère privée, parce que nous considérons que vos appartenances religieuses, comme vos appartenances et comme vos appartenances raciales, comme vos appartenances ethniques, etc., ne regardent pas l'État, et d'expliquer pourquoi est-ce que nous croyons que néanmoins, face à ce retour du religieux, en fait, nous sommes mieux parés que tous ces pays pour qui ce retour du religieux n'a pas l'air de poser tant de problèmes que ça. Il y a eu aussi, à mon avis, beaucoup de maladresses, des maladresses qui n'étaient pas parfaitement anticipables. Moi, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et je voulais vous donner un exemple vivant du genre de maladresse qu'on a pu faire. L'une de ces grandes maladresses, c'est en 1972, vous savez, la loi sur la liberté d'expression qui a été faite en 1881 est l'une des lois les plus permissives qu'on ait connues en Europe. En tout cas, c'était la loi la plus permissive à ce moment-là, qui abolissait le délit d'opinion, qui abolissait le délit de blasphème. C'était vraiment une liberté d'expression ouverte, une conception ouverte. Et en 1972, vous voyez, on est dans un contexte un peu compliqué. Au niveau international, c'est la mise en cause du racisme sur fond de décolonisation. Au niveau national, c'est la redécouverte du passé vichiste, voilà, qui nourrit aussi énormément de réflexions, à très juste titre. Et en 1972, donc, on va faire cette loi qui est la loi Pleven. Et alors, je ne sais pas, j'imagine que vous la connaissez tous, cette loi. Je rappelle quand même les deux principes les plus importants. Le premier principe, c'est que cette loi interdit toute insulte, diffamation, provocation à la haine, à la discrimination, en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion, une ethnie, une race ou une nation. Et elle le fait à la fois du point de vue des individus, mais aussi du point de vue des groupes. C'est ça qui va être important pour la suite. D'autre part, cette loi, elle va permettre aux associations de porter plainte au nom des communautés. Alors, vous voyez ce avec quoi on se retrouve. C'est-à-dire que notre système ne fonctionne que sur l'idée qu'on ne croit pas à la communauté, en fait. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. On ne pense pas que c'est quelque chose qui est politiquement exact. On pense que les gens ont la liberté de faire partie d'une communauté, de la quitter le lendemain, mais aussi de faire partie d'une communauté et de ne pas avoir besoin d'en rendre compte et de ne pas avoir envie de le dire, etc., 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 etc. Et alors évidemment, l'exemple le plus frappant, alors il y a eu énormément de procès fondés sur cette loi, qui ont été surtout d'ailleurs des procès en blasphème, malheureusement, parce que moi c'est ce que je défends, je pense que cette loi a réintroduit fallacieusement un délit de blasphème, mais je pense que le plus tragique dans cette loi a sans doute été le fait que, alors je vous dis, il y a eu beaucoup de procès d'associations catholiques intégristes, et il y a eu le grand procès que vous connaissez tous, qui était le procès contre Charlie Hebdo en 2007, qui est d'ailleurs extrêmement responsable du fait que Charb a été connu, du fait que Charb a ensuite fait l'objet d'une fatwa, enfin bon bref. Ce procès-là en 2007, c'est un procès où des associations musulmanes vont porter plainte contre Charlie Hebdo. Mais vous entendez déjà les termes, à quel point ils sont horribles. Les associations musulmanes vont porter plainte au nom des musulmans de France. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les musulmans de France ? Et qu'est-ce que ça veut dire sur cette situation où tout d'un coup, les gens se font prendre à partie ? C'est-à-dire que si vous êtes musulman, tout d'un coup, on vous dit « Ah, mais t'as pas vu ? Les associations, en plus des associations dont la plupart des musulmans n'ont jamais entendu parler. Alors, tu as vu ces associations qui portent plainte contre Charlie Hebdo ? Et alors, toi, en tant que musulman, t'en penses quoi ? Et en fait, c'est ce « en tant que musulman » qui tue.
c'est ce en tant que catholique ou c'est ce en tant que quoi que ce soit, en fait, qui tue parce qu'il va exactement à l'inverse de notre postulat anthropologique, de notre postulat philosophique. Et vous voyez comment une loi qui, à ce moment-là, est votée à l'unanimité, dont tout le monde dit que c'est une loi formidable, etc. Mais bon, vous voyez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cette loi-là, dans le contexte du retour du religieux, dans le contexte du retour extrêmement fort des identités, des communautés, va jouer complètement contre la République et va créer exactement ce dont on ne veut pas, c'est-à-dire cette espèce de renvoi permanent à « mais alors toi, en tant que ta communauté, qu'est-ce que tu en penses ?» Mais la République est fondée philosophiquement sur l'idée qu'on a une liberté de penser et que là d'où on vient ne présage en rien de ce qu'on pense. Donc cette maladresse-là, elle est immense parce que vous voyez comment aujourd'hui ces questions en fait, se règlent énormément à la 17e Chambre, comment ces questions-là sont devenues énormément des questions de liberté d'expression. Évidemment, il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo qui est l'apogée apocalyptique et terrifiante de ce phénomène, mais il y a aussi eu la prolifération des lois mémorielles et des combats qu'on a aujourd'hui sans cesse sur des mots, qu'on a aujourd'hui sans cesse sur le fait qu'on vous demande « mais alors toi, d'où tu parles, d'où tu viens, qui tu es pour parler et à qui appartiens-tu et alors toi, tu es quoi ? Tu es catholique ? Tu es quoi ? Tu es franc-maçon ? Tu es quoi ?» Je pense qu'à ce moment-là, aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, vous voyez, on pourrait croire que cette loi est un détail. En fait, c'est une loi qui a entraîné énormément de choses qui vont exactement à l'encontre de ce qui, aujourd'hui, et nous devons le revendiquer, doit être notre combat. Ce combat, il est extrêmement clair. Quelle est l'idée derrière tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas connaître les appartenances ? Pourquoi est-ce que l'État ne doit pas connaître les appartenances ? Parce que notre société est fondée sur une idée très forte qui est l'idée de la mixité. C'est-à-dire, on ne combat pas le racisme et l'intolérance avec des spots publicitaires, ni même avec des lois, ni même avec des injonctions. On combat l'intolérance quand on mélange les gens. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment de la psychologie primaire. C'est-à-dire, si dans votre entourage, il y a des gens différents que vous et que vous grandissez avec des gens différents que vous, et c'est pour ça que l'école républicaine, c'est tellement important. Et c'est pour ça que la neutralité dans l'espace public, c'est aussi important. Parce qu'on ne veut pas que les gens ne puissent pas se parler. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils se parlent et qu'ils apprennent à se connaître. Et parce qu'ils apprennent à se connaître, ils se tolèrent. D'ailleurs, on ne vous demande pas de vous adorer. Ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas vivre dans l'idée que tout le monde doit s'adorer, trouver que toutes les cultures sont formidables et que c'est génial et qu'on va tous s'aimer. Ce n'est pas vrai. Mais se supporter, c'est déjà immense. Ne pas se tuer, c'est déjà immense. C'est la vocation quand même de la politique, de la police, depuis toujours. C'est sur cette idée, parce que je crois que mon temps s'est écoulé, c'est sur cette idée que sans doute je voulais terminer, sur cette idée de la mixité, qui est à la fois le fondement et le ciment de notre République, sur cette idée que je répète encore une fois très forte, que rien ne nous définit à part ce que nous décidons qui nous définit, et qui est un message qu'on doit porter haut et fort, je pense, et dont on ne doit pas du tout avoir honte, parce que aussi, et ça c'est important à revendiquer, on voit très bien les tensions aujourd'hui qui traversent les systèmes politiques communautaristes. On le voit très bien aux États-Unis, par exemple, où le racisme est extrêmement fort, où il y a quand même un noir qui est tué par jour par des policiers, où on voit que les tensions sont extrêmes. Et à contrario, et même si on est acculé de toutes parts, on voit comment la société française, même si évidemment qu'elle est imparfaite, mais si les systèmes politiques parfaits existaient, ça se ferait, la société française est une société qui tient. On a connu les pires attentats, je pense, après l'attentat du 11 septembre 2001. On a connu les pires attentats et la société a tenu. Et elle n'a pas tenu pour rien. Elle n'a pas tenu pour rien, elle a tenu exactement parce que toutes ces idées,
tout ce fond philosophique et anthropologique, même s'il n'est pas conscient, même s'il n'est pas dit, même s'il n'est pas formulé et verbalisé, il fait partie de l'inconscient collectif et il a permis exactement ça, le fait qu'on reste quand même debout, mais ça nous engage aussi à savoir expliquer ce système-là, à n'en pas faire non plus une religion, et ça c'est extrêmement important, mais à être dans la pédagogie. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci Anastasia pour cette brillante introduction au débat de la République, qui vient à la suite de cette intervention de débat riche ce matin. Je rappelle pour ceux qui sont réunis, nous avons un débat riche sur la montée des communautarismes de la République, et encore une fois, j'insiste sur le message sur le fait que nos ennemis traditionnels de l'extrême droite et de l'intégrisme s'ajoute depuis quelques années la droite de personnes d'origine progressiste qui aujourd'hui, sur le conflit, et de Mira, Charlie et les Balles illustrés, viennent de milieux qui ont vu de notre proche dans le passé, ce qui pose des questions sur l'analyse, sur pourquoi, sur comment, que ce signifie ces mots, comment aujourd'hui oser défendre la déclaration, défendre la langue française, refuser de faire des décolonialistes islamophobes, de racisme sur cette signifie, et comment trouver aussi le plan politique qui portera ces valeurs humaines, car nous sommes convaincus tous que ce serait être illégaux qui ont été détournés, notamment par ceux qui agissent à la laïcité, comment ce serait être mobilisé, mais aussi il faudra se poser la question à un moment donné, comment passer du racisme politique pour rassembler les républicains, comment on peut faire ceux qui sont sur cette formidable plateforme de Menceau, et les mensonges, je reste. J'ai le plaisir d'accueillir de rejoindre les sénateurs, Laurent Boulet et les Sturier, qui sont aussi des puissards, je ne comprends pas leur façon, puissards, c'est des instituteurs de l'avant-dernier siècle. Je leur souhaite la bienvenue. Nous ouvrons le débat tout à l'heure, à la suite des interventions, si vous voulez bien, parce qu'on a un petit peu de retard avec les votes de la région. Juste une réflexion un peu propos, méthodologique. Quand on avance en religieux, c'est un paradoxe de ce que c'est la Révolution française qui celle d'aujourd'hui. Elle peut paradoxalement des sujets religieux. On ne s'occupe pas autour de Dieu. On ne s'occupe pas autour des miracles ou sur l'éternité de la vie. C'est vraiment une question de séparation de la cité et des églises qui a un problème aujourd'hui sur le mode de vie, sur la liberté des femmes, sur l'enseignement d'école, sur la cessée de la loi commune. Et donc c'est bien sur des sujets politiques, c'est bien au cœur du débat qui est aujourd'hui pour l'anniversaire de la Révolution. Nous avons des débats et on nous suspend, je vais les citer, la part de point de vue qui est sur ces débats. C'est pas un dialogue interreligieux, mais nous n'avons pas le débat de dialoguer sur le point de religieux et des différences de chacun respecte les droits de la République. Bien que je rappelle qu'avant la Révolution française, quand on dit séparation des églises et de l'État, il n'y a pas d'État strict dans l'Église. Si on n'est pas catholique, on n'a pas des enseignements, on n'a pas de cimetière, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de soins. Et dans un monde de racisme étudiant, une chancellerie autour du clocher. C'était le cas du Portugal avant la Révolution de Vienne. Voilà. Ce n'est pas un débat de théologie, même si c'est vrai, mais c'est vraiment un débat pleinement politique dans toute cette question. Anastasia, moi j'ai des bêtises. Non, pas du tout. Je suis entièrement d'accord. Je pense que le combat est exactement là. De dire il y a la sphère publique et la sphère privée. Je pense qu'il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus y aller avec ignorance sur ces questions-là. Il y a des religions où la sphère publique et la sphère privée ne font que se faire. L'islam et le judaïsme, d'ailleurs, sont des religions qui sont des religions où l'espace public est beaucoup plus envahi pour des raisons théologiques très profondes, par des marqueurs religieux. Alors, le judaïsme et l'islam ont des histoires différentes et donc se sont adaptés aussi différemment aux différents systèmes politiques.
Mais je pense que dans la laïcité, il y a aussi quelque chose qui vient du catholicisme, qui est qu'en fait, le christianisme se vit assez bien dans la sphère privée. Donc je pense qu'il faut savoir tout ça. Et je pense qu'il faut aussi le dire. Je pense aussi, et alors là, ça va vous plaire, et je partirai sous les colibets et les jets de tomates, mais disons que je vous le dis, quand des fémènes rentrent dans Notre-Dame nues, est-ce vraiment utile? C'est-à-dire qu'on ne va pas... bon, c'est un peu hystérique et adolescent, je vous dis sincèrement mon point de vue. Ensuite, c'est pas une raison pour les foutre en tôle, c'est pas on est dans un pays de liberté, donc voilà, c'est ce qu'on fait, on écrit des tribunes, on donne son avis à la télé, à la radio, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, vous êtes obligés, et je suis désolée de vous le dire, si vous voulez affronter cette question-là, parce que le retour du religieux, c'est sérieux, et ça va durer sans doute, vous ne pouvez pas faire l'économie de connaissances, un peu au moins, d'une base de connaissances sur ce que c'est la religion, ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre les différentes religions, parce que sinon votre discours ne porte pas, parce que vous ne pouvez pas vous adresser aux religions. Or, ce qui compte, c'est pas d'adresser entre tout le monde est d'accord, parce que nous ici on est tous d'accord. C'est pas ça la question. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à porter notre message, qui est un message véritablement d'égalité et de liberté, mais pour le porter, il faut savoir choisir les bons mots, bien le porter et savoir à qui on s'adresse. Si on ne sait pas tout ça, eh ben, on est aussi responsable du fait de se faire traiter de militants débiles, de laïcs, etc. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Si on parle de ces questions-là, si on est joueur de combat, on se fiche. Mais si on parle de ces questions-là, on ne peut pas en faire l'économie parce que le monde est comme ça. Et quand on dit que le monde est comme ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on change le discours. Ça, c'est pas la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on adapte la laïcité. C'est pas la question. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne quels sont les véritables nouveaux défis. Le véritable nouveau défi, c'est le retour du religieux. Donc, il faut qu'on comprenne ce que c'est. Et si on ne comprend pas ce que c'est, et bien dans ce cas-là, on est responsable. Vous savez, quand on est mal compris, c'est parce qu'on a mal parlé. Voilà, mise au point. Donc, non, c'est bien. On est là pour débattre. Justement, ce matin, on a parlé avec Raphaël Nicolet, justement, sur jusqu'où peut aller le débat. Nous avons des témoignages de notre amie Marie-Lou qui nous explique comment elle se bat dans une municipalité face à l'intolérance religieuse qui se divise en mouton à travers les associations de parents d'élèves. Et Raphaël nous expliquait comment on peut avoir des débats, par exemple à Europe 1, jusqu'où c'est possible, à partir de quand ça n'est plus. Et donc, merci de poser ces questions. Je veux juste préciser que, si des fois c'était une insinuation, que le prix de la laïcité cette année décerné par le CNR a été décerné à Ina Shevchenko pour l'action qu'elle a menée courageuse contre le Front National. À un certain moment donné, le combat qu'elle a mené sur le détournement de la laïcité par le Front National. Pour le reste, nos lauréats ont des engagements. Monsieur Lacher a des engagements. Madame Shevchenko, ça ne veut pas dire que. Je ne vais pas du tout foutre dans la merde. Je ne vais pas du tout foutre dans la merde. C'est fait. Vous avez le droit de vous désolidariser entièrement. Et j'ai précisé que nous sommes des revendiquants anticléricalisme, mais que nous ne sommes pas anti-religieux. C'est une différence à laquelle nous venons. M'en riez pas, je continuerai bien longtemps à discuter avec vous, c'est